Dans cet épisode, je vous propose un petit voyage dans le temps, en été de 2019, au cœur du Japon, dans un temple zen, là où j'ai fait ma première retraite spirituelle. Je vais vous raconter mon expérience, le pourquoi du comment, pourquoi j'ai décidé d'y aller, comment ça s'est fait, comment ça se passe concrètement dans un temple zen, comment était mon quotidien et surtout comment j'ai évolué. Puis je vous propose quelques pages de mon journal d'ermitage, si on peut appeler ça comme ça, et je commenterai, je vous expliquerai au fur et à mesure parce que je pense que c'est là où vous avez le plus de détails, le plus de vécu. Déjà pour commencer, faut savoir que je ne l'ai pas cherché cette retraite zen. Ça s'est fait de manière vraiment inattendue, quoi. J'étais dans une période où j'étais à fond dans l'entraînement. Je voulais vraiment avoir une carrière, ou du moins essayer d'avoir une carrière en tant que kendoka, en tant que joueuse de kendo. Et je voulais me dépasser physiquement. Et j'étais vraiment obsédée par le kendo. Genre, je m'entraînais 6 heures, ça pouvait aller jusqu'à 8 heures par jour. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au kendo, pour passer d'un dan à un autre, c'est pas seulement les techniques qui comptent, mais on prend beaucoup en compte l'expérience. Et surtout l'expérience des matchs, l'expérience des combats, la confrontation et la compétition. Pour faire de la compète, il faut aller au Japon. De la vraie compète, quoi. Je me suis dit, bon, si je prends mon 4e dan, c'est là où je peux débuter ma carrière, c'est là où je peux voir ce que je peux en faire, quoi. Sauf que j'avais à peine eu mon 3e dan, et c'était déjà assez rapide, hein. Et j'avais pas assez d'expérience jusque-là. Et donc, je demande à mon sensei, et je lui dis, j'étais vraiment désespérée. J'étais dans une phase, je veux évoluer vite, 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 quoi. Je lui dis comment je peux faire pour avoir mon 4e dan le plus rapidement possible, quoi, sans forcément attendre les prochaines compètes au Japon, sans trop en faire quoi que ce soit. Au début, il me dit non, c'est pas possible et tout, il faut que tu fasses comme tout le monde, c'est important que tu assimiles, que tu t'habitues, parce que oui, t'apprends les techniques, mais après, il faut les assimiler, les tester, tout ça. Ce que je comprends. Mais il me dit, donne-moi quelques jours, je vais réfléchir et je te dirai. Et dans ma tête, je me suis dit, il me dit ça par politesse, c'est foutu, quoi. Genre, il n'y a rien, il faudrait que j'attende, quoi. Je pense 2 jours après, je reçois un email où il me dit, mais vraiment, c'était soudain. Il me dit, tu peux partir au Japon pendant 3 mois, seulement pour t'entraîner. Tu vas t'entraîner tous les jours, tu vas répéter toutes les techniques. Tu n'auras pas l'expérience des matchs, tu n'auras pas de combat, mais tu pourras te concentrer uniquement sur l'entraînement. Et du coup, il me dit, une fois que tu auras fait ce séjour, ce camp d'entraînement, entre guillemets, tu peux revenir et ce sera déjà la saison. Tu peux déjà commencer en France, après tu peux repartir au Japon et enchaîner les championnats et éventuellement avoir ton grade, quoi, vers la fin de l'année. Donc, concrètement, je devais faire mon séjour au Japon pendant 3 mois, 2 mois environ de compète ici, puis je retourne au Japon et normalement j'ai eu mon dan en décembre. Et c'est tout, il me donne pas plus de détails que ça, il me dit voilà, demain je te donnerai tous les détails et tout, voilà. Et moi j'étais tranquille, je me suis dit bon, j'ai le temps, je me préparais et tout, voilà, parce que j'ai l'habitude un peu avec les camps d'entraînement, ça s'appelle Gashuku. Au Japon, c'est un peu des stages d'entraînement où tu fais que t'entraîner. Du coup, moi, je kiffe ça. Je me suis dit, ouais, ça va être un camp d'entraînement et tout. Je pensais que j'allais être dans un dortoir avec une équipe et tout, machin. Pas du tout. Du coup, le lendemain, il m'explique, il me dit, en fait, c'est l'une de mes connaissances, c'est un ami de mon ami, c'est un moine. Ok. C'est un moine, il veut bien t'accepter au temple, donc tu vas payer le loyer. Ils vont t'expliquer un peu comment ça marche. Et tu vas t'entraîner là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une influence spirituelle, pratique zen surtout, dans les arts martiaux japonais, dans les budo japonais, depuis la nuit des temps, hein, depuis la période Edo. Bon, maintenant ça a évolué, mais on a gardé quelques petites pratiques. Par exemple, dans le kendo, avant de s'entraîner, on fait ce qu'on appelle mokuso, qui est quelques petites secondes de méditation. Donc, le fait que ce soit dans un temple ou quoi, ça m'a pas choqué plus que ça. Attends. Et du coup, il me dit, ouais, t'as pas besoin d'emmener trop d'affaires ou quoi, tu prends juste ton matos d'entraînement, prends pas d'armure. Donc là, je commençais un peu à m'en douter, parce que quand tu t'entraînes avec d'autres personnes, tu dois mettre l'armure, sinon tu te fais fracasser, quoi.
Mais bon, j'ai pas trouvé ça choquant. Je me suis dit, bon, peut-être un autre type d'entraînement, on va savoir. Mais ça m'a déjà mis la puce à l'oreille. Du coup, pas d'armure, tes affaires d'entraînement, emmène le minimum possible, t'encombre pas trop, parce que t'y vas pour t'entraîner, n'oublie pas ça. Donc, il me donne l'adresse. Après, il me dit, par contre, moi, j'ai parlé de toi, enfin, j'ai demandé, c'est un peu une faveur qu'il me fait. Bon, après, je paye le loyer, tout ça. Mais c'est pas sûr qu'il t'accepte, en fait. Genre, je peux faire tout le voyage là-bas, et après, ils me disent, casse-toi, en fait. Donc, c'était même pas sûr, parce que c'était rare qui. Des fois, ça leur arrivait de loger des gens ou des touristes, apparemment, mais c'est pas aussi commun. Enfin, c'est pas fait pour, quoi. Il y a des temples qui font ça, et des sanctuaires aussi qui font ça au Japon, si jamais, mais pas tous. Donc, j'avais quasiment 40% de chance de me faire têche, quoi. Il me dit, ouais, il y a un code vestimentaire strict. Bah, tu vas dans un temple, je me dis, est-ce que je dois me raser la tête? Il me dit, non, par contre, tu te coupes les cheveux. Je vous le dis, en 2019, j'avais les cheveux qui m'arrivaient en dessous du dos, quasiment. J'avais les cheveux très, très longs. Et du coup, je me suis pas coupé les cheveux trop courts non plus, mais je m'étais coupé les cheveux environ là, quoi, genre vraiment en dessous des oreilles. J'ai mis la jupe la plus longue que j'avais, à savoir en dessous des genoux, à peine, quoi. C'était une jupe en satin, et j'ai mis un chemisier manche longue, parce que bon, il faut savoir aussi que c'était l'été, et au Japon, il fait très chaud. Il peut arriver on peut aller jusqu'à 35-36 degrés, quoi. Et donc, j'embarque avec moi des débardeurs, enfin, vraiment les moins décoltax que j'avais, et des hakama, donc c'est des habits d'entraînement, et juste un gi, genre un gilet, deux petits trucs pour dormir, et évidemment mon matos d'entraînement, mes sabres en bambou, j'avais 2 bokens en bois. J'ai l'adresse du temple, le temple il est à Tokyo, donc c'est une bonne nouvelle, donc je vais pas aller au fin fond de la campagne, sauf que si, c'était au fin fond de la campagne, parce que Tokyo, je sais pas si vous savez, quand vous voyez un peu le nom des arrondissements, c'est divisé en Ku et Shi. Genre on dit Tokyo Ku. En fait, Ku, ça veut dire c'est une grande ville, c'est un district, c'est une ville métropolitaine, un peu qui bouge de travail, tout ça. Et les Shi, c'est un peu la campagne, c'est la dèche, quoi. Et donc, moi, j'étais dans un Shi, pas montagneux, mais il y avait quand même pas mal de pentes, c'était assez recalé, quoi. Et quand j'arrive au Japon, je décide de pas acheter de carte SIM. En fait, j'étais dans un mood genre ouais, je suis là pour m'entraîner et tout. Et vu que je vais être dans un temple, je vais faire le truc à fond, je vais essayer de me déconnecter, de pas aller sur mon téléphone, donc je prends pas de carte SIM, pas de réseau ni rien. Donc j'ai dû faire comme à l'époque, hein, demander aux gens le chemin dans la rue. Parce que j'avais pas Maps. Et moi sans Maps, je suis perdue, mais même en France, je suis perdue sans Maps. J'arrive là-bas en mode je suis même pas sûre de rentrer, quoi. Et il y a un moine qui m'accueille, il s'incline très poliment. Il m'explique un peu la division du temple, en gros. Il m'explique le structure, c'est genre il y a un bâtiment principal là où ils font les prières, où des fois il y a des mariages, des obsèques, des trucs comme ça, et il y a 2 bâtiments secondaires, genre un peu à l'arrière. Et moi je devais m'installer dans l'un de ces bâtiments-là. C'était pas loin de la cuisine. Donc déjà, j'étais isolée du temple principal, donc aucune interaction. Il me tend une feuille sur laquelle il y a le dessin du temple. Il y a un peu les règles intérieures à respecter du temple, c'est-à-dire les heures des repas, les heures des prières et ce que je devais faire en fait. Parce que vraiment, je paye une misère. Hein, mon séjour là-bas, je peux même pas vous le dire, mais vraiment une misère. Mais du coup, je devais les aider un peu dans les tâches ménagères, donc le ménage, l'aide cuisine, jardinage, tout ça. Et il me dit, ça c'est le programme qu'on a nous, t'es pas obligé de participer, t'es pas obligé de venir, en gros, tu fais ta vie. Aucune interaction avec moi ou quoi. Et il se barre. Je m'étais fait complètement ignorer les premiers jours. Complètement. Genre, je passais, il y avait des moines qui passaient à côté de moi, ils me regardaient même pas. Et le moine qui m'avait accueilli à l'entrée, il m'a même pas demandé mon prénom. Et du coup, moi, face à ça, en fait, je me suis sentie mais complètement désarmée, en fait. Je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est très proche des gens, qui est très affectueux, quoi, de nature. Mais à ce moment-là, genre, j'étais la mode, mais je veux voir ma mère, en fait. Je veux voir mon sensei, qu'est-ce qui se passe? J'avais besoin qu'on me reconnaisse, en fait. Au moins un sourire ou quelque chose. Là. Non, il était impassible, quoi.
Et vu l'accueil, je comprends très vite que je suis seule en fait. Je suis seule, il n'y a pas de sensei, il n'y a personne qui me connaît, que je connais. Il n'y a aucun kendoka. Moi, je suis dans un temple au fin fond du Japon pour faire du kendo seule. Je l'ai vécu un peu comme une trahison au début. C'était très bizarre parce que mon sensei ne m'avait rien expliqué. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Moi, j'étais arrivée avec une déterre en mode, ouais, je vais m'entraîner et tout, machin, mais ça m'a refroidi, mais cash, quoi. Premier jour, enfin, du moins la première semaine, c'était horrible. Genre, j'ai passé les 7 voire 10 premiers jours les plus atroces de ma vie. J'ai chialé, je m'ennuyais comme un rat mort, je me décevais, je stagnais, je procrastinais. J'étais là pour m'entraîner et au final, je faisais rien. À partir de là, ce que je vous propose, c'est de vous lire un peu mes entrées, pas vous lire tous les jours, mais vous allez un petit peu comprendre un peu mes ressentis, comment je passais mes journées, comment c'était à l'intérieur du temple, qu'est-ce qu'on faisait, comment je suis sortie de cet état de léthargie, cet état de pratiquement de dépression que j'avais ressenti à mon arrivée. Alors le journal, je l'ai depuis très très longtemps, je l'ai réouvert juste avant la vidéo, je l'ai relu. En le lisant, je réalise quand même l'évolution en fait, comment j'étais passée d'un état à un autre alors que quand j'étais là-bas, je le voyais pas forcément. Tokyo, le 2 juin 2019, jour 1. J'ignore si ma présence les gêne. On m'a déjà fait savoir que je me coucherais et me réveillerais aux mêmes heures que les autres moines, que je mangerais leur nourriture, shoji ryori, mais dans une pièce séparée ou dans la cuisine. Pour la nourriture des moines, c'est complètement végétarien, donc ça s'appelle shoji ryori. En fait, quand les moines ils mangent, quand ils prennent la cuillère, ils mangent toujours comme ça, genre de l'extérieur. Et apparemment, il faut pas manger trop rapidement ni trop doucement. Enfin, faut finir un peu en même temps que tout le monde. Mais moi, je mangeais dans une pièce séparée parce que j'étais une femme, j'étais étrangère, j'avais rien à foutre dans le temple, entre guillemets. Donc eux, par politesse, ils me laissaient rester. Donc soit je mangeais dans la cuisine, soit je mangeais dans la même pièce d'eux, mais j'étais... Genre, je regardais leur dos, quoi. Je pouvais un petit peu voir, un petit peu observer ce qu'ils faisaient, comment ils mangeaient, tout ça. Je pouvais, si je le voulais, participer au Shugyo et Zazen, donc les séances de méditation, celui du réveil et celui du soir, et aux activités du temple. Je ne sais pas encore ce que c'est. En fait, les moines, il faut savoir, leurs activités à eux, ils ont leurs activités où moi, j'avais rien à faire. C'est-à-dire, par exemple, l'après-midi, ils allaient mendier, donc j'allais pas sortir mendier avec eux. Ils avaient tout ce qui était préparatif pour les obsèques ou les mariages. Des fois, ils préparaient ils écrivaient des petits écriteaux, des moquins, des trucs comme ça, des talismans. Ça aussi, j'y touchais pas. Par contre, je pouvais faire de la calligraphie. Et c'était des calligraphies de sutras. Hein. Et voilà, je pouvais juste participer à ça, si je le voulais. La chambre est aussi vide que mon estomac. Ouais, ça, je me rappelle l'avoir relu, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ouais, j'ai dû vraiment crever la dalle à mon arrivée, quoi. Il y a un tatami, un miroir sur pied minuscule en forme de pleine lune, une petite table de chevet de la taille d'un pupitre. Un futon est plié soigneusement dans une armoire coulissante. Tout est petit et épuré. Donc ouais, la pièce, elle était vraiment elle était très petite. Bon, après, moi, j'ai l'habitude un peu avec les pièces japonaises, donc les plafonds ils sont bas, c'est assez petit, c'est assez compact. Par contre, c'était vraiment vide. La chambre était vraiment, vraiment vide. Ici, je n'existe plus. Depuis mon arrivée, je me suis fait complètement ignorer. Ils m'ont même pas demandé mon prénom. Est-ce que c'est un concept bouddhique ? Ici, je n'existe plus en tant qu'être social avec une renommée, un statut, une réputation, une descendance et des possessions. Quelle possession ? Des claquettes. Mais oui, c'est ce que je vous disais, c'était très bizarre hein, quand je vous dis je me suis fait ignorer. C'est même pas quelqu'un qui t'ignore par dépit ou par vraiment pour te blesser, c'est vraiment t'existes pas. C'est très très bizarre comme sentiment. Et il faut savoir aussi que moi je connaissais rien au bouddhisme. Je suis arrivée là-bas, je suis pas bouddhique, je suis pas croyante ou quoi que ce soit, je suis arrivée là-bas en mode je connais juste les pratiques spirituelles qu'on fait au kendo, mais vite fait, mais sinon, rien quoi. J'étais vraiment partie pour m'entraîner. Ici, je suis moi, l'humain moi, sans la reconnaissance, les mérites, les accomplissements et les échecs. Et ça, j'ai encore à le découvrir. Le combini le plus proche est à 20 minutes de marche. Il faut descendre toute la pente et la remonter. Ça donne franchement pas envie. Tu m'étonnes. C'était assez chiant. Hein. Normalement, au Japon, tu as un combini à peu près tous les 1 à 2 mètres.
Celui-là, c'était vraiment assez chiant d'y accéder. Il y avait quasiment rien autour du temple. Il y avait un sanctuaire pas très loin. Il y avait une espèce de petite forêt, des routes. Il y avait plus d'insectes que d'habitants. Donc ça, c'était la première journée. Je vous ai lu un peu ça, comme ça vous avez une idée de un peu comment ça ressemblait à l'intérieur du temple, là où j'étais. C'était quoi mes conditions de vie. J'avais pété un câble au bout du... Là, j'ai mis 5e jour, ouais. Et je vais vous lire ça. C'est la première fois de ma vie que la solitude me pèse autant. J'ai toujours adoré être seule pourtant. Je tourne en rond, je sens le temps passer. Pour la première fois, je ressens la valeur de chaque journée qui passe. Chacune se décompte de mon séjour. Je participe machinalement aux séances de méditation, aux tâches ménagères. Je ne sors presque pas. Je me console en écrivant presque tous les soirs. Parfois je pleure. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être d'ennui, peut-être parce que je me déçois. C'est étrange comme sentiment. Je me sens homesick, mais personne ne me manque particulièrement. J'ai eu des fringales insurmontables les 3 derniers jours, que j'ai vaincues par la flemme et une défaite écrasante contre la canicule. Quand le temps se rafraîchit le soir, je vais me dégourdir les jambes dehors. En fait, je continue de tourner en rond, mais je le fais juste ailleurs. Je vais jusqu'au combini, je fume ma cigarette, je mange un onigiri et des œufs mollets tout prêts et je rentre. Pour ceux et celles qui ne savaient pas, ils vendent des œufs qui sont déjà prêts, donc t'as pas à les cuire. Et ça, je trouve ça tellement pratique. Il faudrait qu'on ait ça en France, c'était trop bien. La nourriture est végétarienne, peu rassasiante, mais ça va me faire du bien. Je dois réapprendre à manger simplement. C'est pour ça que je résiste chaque envie de me jeter sur des desserts et de me goinfrer à tout va. Je suis pas venue ici pour ça. Il y a personne pour me donner le signal de départ, le sentiment d'urgence, me réveiller, me motiver, me critiquer, me secouer ou quoi que ce soit. Je suis de retour à la case départ où je dois encore évoluer seule. Ouais, parce que quand j'ai commencé le kendo il y a des années, mes premiers entraînements, j'étais isolée pendant 2 ans. Donc j'étais juste avec mon sensei et avec quelqu'un d'autre, genre on était 2 maximum. Et j'avais pas vu d'équipe, j'avais pas fait de shiai, de match. Et j'avais l'impression d'être revenue à cette période-là parce que je me sentais vraiment seule et je faisais tout toute seule en fait. La ferveur du jeu d'équipe, voir les autres travailler dur, leur kirikaishi, qui me motivait à chaque fois à ne pas baisser les bras, même quand je les sentais plus. Ouais, les kirikaishi sont très très durs. C'est le fait de faire des coupes au sabre sans cesse, quoi. Cette fois-ci, personne n'est là pour me corriger, m'inspirer, me rendre ou m'infliger des coups. Je dois tout faire moi-même. Et là, tout ce que je m'inflige, c'est de la procrastination. Pourquoi je stagne autant alors que c'est le lieu parfait, sans distraction, sans commandement? Je peux tout faire. C'est moi qui gère tout. Peut-être que c'est pour ça que c'est dur, parce que c'est moi qui dois me commander. Les shinai sont alignés sagement à côté de moi et me ziotent tous les jours. S'ils pouvaient bâiller, ils l'auraient fait. Oublie tout le reste, ignore tout le reste. C'est le principe même d'être ici. Tu ignores comme tu es ignoré. C'est vachement profond. En fait, je réalise que maintenant que c'était vachement profond ce que j'ai écrit, que ça m'avait émotionnellement impacté à ce point-là. J'étais très perturbée, j'étais déstabilisée et j'avais beaucoup de mal à me motiver, à me bouger en fait. C'est très paradoxal en y repensant parce que techniquement tu as tout, t'es dans un endroit parfait, personne ne te fait chier, mais t'arrives à rien faire. Comment je suis arrivée à faire tout ça, à m'entraîner parce que je m'entraînais vraiment tous les jours. Tous les jours. J'avais le même programme et je m'ennuyais pas, je m'en lassais pas. Alors que les 7 premiers jours, les 10 premiers jours, je m'ennuyais comme un rat mort et chaque seconde, je la sentais. Je me rappelle absolument pas d'un déclic ou de quelque chose qui a fait vas-y, bouge-toi, tu dois le faire. Non, c'est très marrant parce que j'avais écrit justement qu'est-ce qui a changé à moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que je passe de ce stade-là. Le déclic, c'est qu'il n'y en a pas un. C'est comme nager, c'est presque instinctif. Il n'y a réellement rien à programmer ou forcer. Il faut que je revienne aux bases, au vrai ressenti de moi-même et de mon corps. Cet inconfort, c'est ni de l'ennui, ni la solitude. C'est le sens de la réalité. C'est le ressenti du moment présent. Et je réalise que je ne l'ai jamais vraiment vécu jusque-là. Quand j'ai relu ça, ça m'a fait vraiment un électrochoc parce que je me suis dit, c'est vrai en fait. C'est quelque chose que je disais aussi très souvent. Ouais, il faut être au moment présent, faut vivre au moment présent et on en parle très souvent, on parle beaucoup de Ikigai. Mais combien de gens savent vraiment ce que c'est le moment présent? Parce que le vrai ressenti du moment présent, il est
inconfortable au possible. C'est un ennui pur, c'est le silence, c'est le bétail autour de toi, c'est l'action. C'est réel, c'est la matière. C'est ça le moment présent. C'est le son de ta respiration, c'est les clignements de yeux, c'est vraiment des choses qui existent en dehors de tes pensées, en dehors de tes projections, en dehors de tes rêves éveillés. C'est ça le moment présent. Et ça, pour le retrouver, il faut être dans un état de calme total, c'est-à-dire sans aucune distraction. C'est là où je l'avais retrouvé pour la première fois et que j'appelais l'ennui. Je vous ai dit, j'ai chialé les premiers jours, donc il fallait vraiment que je laisse tout ça passer, que je fasse ma crise, parce qu'au-delà de cet ennui, au-delà de la solitude, au-delà de la colère, il y avait ça. Il y avait le moment présent. Donc tout ça, c'est juste le moment présent. Tout ce que je vivais comme ennui, je sais pas quoi, c'était juste le moment présent. Et c'est fou. Hein. C'est franchement, à chaque fois que je le relis, je me dis mais c'est complètement dingue quoi. Donc par rapport au moment présent, je l'ai toujours passé à penser au futur et au passé. C'est vrai, hein, c'est aussi pour ça que je vous dis qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est le moment présent, parce que quand tu es au présent, tu penses à ce que tu t'aurais dû faire il y a quelque temps, ou ce que tu vas faire après en rentrant, ce que tu vas manger, tout ça. C'est quand, hein. Mais c'est comme ça et on est trop habitué à vivre de cette manière-là. C'est ça l'effet que ça fait, vivre au moment présent. C'est pesant, responsabilisant, culpabilisant, réel, impitoyable. Chaque seconde compte. Le retour aux bases s'est fait naturellement à travers la nourriture des moines, l'habitude de méditer face au mur, en silence, et le fait de me retirer dans ma chambre pour écrire et manger en silence. Je réalise à quel point j'étais tout ce temps parasité par les bruits blancs. J'avais toujours besoin d'écouter quelque chose ou quelqu'un. J'avais toujours mes écouteurs dans les oreilles et un écran sous les yeux. Au bout d'une semaine, c'est devenu presque normal de manger peu, en silence, d'entendre le chant des criquets et les bruits ambiants. C'est fou à quel point l'humain s'adapte vite. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire 1 heure de Subway le matin et 4 heures d'entraînement le soir. Demain, j'essaierai de faire des exercices de renforcement musculaire et de poignets. Cet entraînement fait et répété de manière presque intuitive m'a fait comprendre que la motivation ne se planifie pas, ne s'invente pas, ne se calcule pas. On la saisit en étant pleinement au moment présent, sans aucune distraction. Ouais, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que souvent on essaie de trop théoriser les choses. Pourquoi je procrastine? Tu vas sur Google, comment battre la procrastination, comment trouver le moyen, alors que le seul moyen c'est l'action. Tu es en train de te déculpabiliser, de fuir l'action en cherchant un moyen de la combattre et en justifiant ça par les émotions, parce que la motivation c'est qu'une émotion. Ouais, par rapport aux méditations, la méditation du soir, en fait tu médites face au mur. Les moines ils se mettent un peu en U, chacun face au mur, et tu médites en silence. Et le zazen, donc du matin, la méditation du matin, c'est des récitations de sutras. Le réveil était devenu quasiment automatique parce que je me calais un peu aux heures et des séances de méditation, tout ça. Vu que j'avais rien à faire, en fait, j'avais vraiment tellement rien à faire que je m'entraînais. Et du coup, ça fait que voilà, j'avais fait 1 heure de Subway le matin, c'est des enchaînements avec le sabre en bois et 4 heures l'après-midi, quoi. Et je voulais en faire plus. Et dites-vous que je m'ennuyais tellement, avec tellement rien à faire que j'étudiais. Et en fait, j'observais les moines, j'observais un peu les habitudes spirituelles et je documentais. Je me suis dit, bon, ça va faire un bon sujet de mémoire. Du coup, je commençais déjà à collecter des données, des livres, des informations pour écrire plus ou moins un projet de mémoire plus ou moins correct. À la fin des 30 jours, j'avais écrit une bibliographie complète et un projet de mémoire sur justement le rapport entre les arts martiaux japonais et la spiritualité zen. C'était devenu un peu un flow. J'ai dû passer ma crise pour réaliser que j'avais pas d'autre choix que de faire ce que je devais faire, parce que mon séjour était compté et j'étais là pour faire quelque chose, clairement. Je savais pas ce que c'était, j'avais rien programmé, je me disais juste je dois m'entraîner. Et après ça, et c'est ça qui est assez marrant, je remarquais que je commençais à écrire d'une manière, on aurait dit des rapports en fait. Même moi, ça m'étonne, je me dis mais comment j'en suis arrivée à une écriture aussi concise, aussi
peu émotive, alors qu'au début, j'étais vraiment en explosion d'émotions, quoi. Ça, c'est quelque chose que je fais jusqu'à maintenant. Maintenant, j'écris toujours, hein. Je fais pas de journaling, je fais de l'écriture méditative. Quand j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, de me poser des questions, de faire du shadow work, j'écris. Ça, c'est de l'écriture méditative, j'appelle ça comme ça, ou de l'écriture introspective, si vous voulez. Mais quasiment tous les jours, j'écris, on aurait dit un rapport, parce que c'est comme ça que je me rends des comptes à moi-même et je vois mon évolution, parce que l'humain ne voit pas forcément son évolution, surtout quand tu répètes la chose tellement de fois et que tu vois pas de résultat instantané, quand tu travailles sur une évolution sur le long terme. Du coup, c'était important pour moi d'avoir ce rappel de constance, cette preuve d'évolution que je faisais de moi-même. C'est comme si je devais me motiver moi-même parce que je faisais moi-même. Et c'est une habitude que j'ai gardée vraisemblablement depuis ce temps-là, quoi. C'est fou, hein. J'avais le programme, du coup, 6 heures, Suburi Moksho. Moksho, c'est la méditation. 1 heure, 7 heures, Zazen. 8h30, Mokshoku, donc repas en silence. 10h, cardio, corde à sauter, entraînement musculaire poignet, ou shadowboxing, 1h30, ou activité du temple. Des fois, on devait faire le ménage, des fois, il n'y avait rien à faire, donc j'en profitais pour faire du cardio, je faisais de la corde à sauter. En fait, j'allais quasiment, je suis pas allée courir une seule fois, hein. Des fois, je faisais du cardio sur les marches d'un sanctuaire qui était pas loin. Mais sinon, pas grand-chose. Je faisais beaucoup de shadow. Et les activités du temple, il y avait beaucoup de jardinage, beaucoup de ménage et beaucoup d'aide en cuisine. Donc 13h, deuxième repas, 14h, recherche, écriture, lecture, calligraphie. Au début, je faisais des siestes parce que je m'ennuyais, j'avais rien à faire. Je me suis dit, bon, là, je me sens pas de m'entraîner, il fait trop chaud et tout. Sauf que au fur et à mesure, des fois, je voyais des moines passer et tout. Et du coup, je les observais. Et plus je les observais, plus je me posais des questions, plus j'étais en train de chercher c'est quoi ces sutras, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ils font ça, tout ça. Et voilà, petit à petit, je commençais à faire des recherches, à m'y intéresser. En fait, c'était vraiment un choix où je disais, je restais le maximum au temple, je sortais très peu. Que des fois, j'allais au combini, je prenais un café, je fumais une clope ou je mangeais un petit truc. Mais j'étais pas interdite de sortir ou quoi, hein. Je pouvais faire un tour à Tokyo, je pouvais faire ce que je voulais, mais je me suis dit, bon, prends ça vraiment comme une vraie retraite, essaie de t'isoler un peu de la foule, des distractions, de tout ça. Donc je pense que j'ai dû aller 2 fois dans des librairies, dans des bibliothèques pour chercher des livres. 14h, 18h, kendo, 2 heures. 18h, c'était la méditation face au mur. Bon, il y avait des moines qui méditaient presque toute la nuit, parce que je voyais des fois des petites lumières danser, un peu des lumières comme ce que j'ai derrière là. Des lumières de bougies, des lumières tamisées. Je pense qu'il y en a qui restaient méditer toute la nuit des fois. 20h, balade, muscle memory training, assimilation de mouvements sans sabre, visualisation. Ouais. C'est un peu ça le propre de l'entraînement du sabre, c'est beaucoup de visualisation. Tu peux visualiser les mouvements dans ta tête. C'est comme si tu répétais tout en entraînement dans ta tête. Ça aide aussi à assimiler les mouvements, à faire qu'ils soient plus automatisés. Des fois, je répétais les mouvements juste avec mes bras, sans tenir le sabre ou quoi que ce soit. Ça, c'est le muscle memory training. C'est pour entraîner la mémoire musculaire. 21h, écriture, introspective, contemplation. C'était un peu un check-in avec moi-même pour voir où j'en étais en termes d'émotions. Si je pleurais, si je me sentais mal, si je me sentais bien. Et ce qui était marrant, c'est que plus les jours passaient, plus je me rendais compte que je passais très vite en mode zone out. Vous voyez, quand tu regardes un peu dans les vides avec les yeux de poisson mort, t'es un peu comme ça, genre... sachant que ça m'arrive quasiment jamais. Quand je reste toute seule en silence ou quand j'essaie de méditer, entre guillemets, mes pensées, mais ça part mais dans tous les sens, quoi. Genre, je pense à plein de trucs, des fois des trucs qui n'ont pas sens. Et c'est fait pour, hein, la méditation, c'est vraiment pour lâcher ton esprit complètement, de laisser faire, genre de pas contrôler. Si tu penses à des trucs qui font pas sens, laisse-le. Et là, je remarquais de plus en plus que j'avais plus de pensées ou des idées, des fois, il y avait des idées pour écrire des trucs qui me venaient. Ça baissait de plus en plus. Je prenais de plus en plus de notes, j'avais de moins en moins de brainstorming et voilà, j'avais plus de zone out. Là, je vais vous lire un petit passage un peu sur les moines, comment ils m'inspiraient, enfin, ce que j'observais chez eux. Et il y a une anecdote en parlant de ça qui est assez drôle, c'est que
Je t'ai dit, les premiers jours, j'étais complètement déphasée. Je me sentais seule, je me sentais abandonnée et tout. Et je voulais chercher de la compagnie, en fait. Je voulais parler à quelqu'un. Je voulais qu'il me regarde, qu'il me reconnaisse, quoi. Et à un moment donné, je rentre dans le hall principal, enfin dans le bâtiment principal. Mais du coup, il y a un moine qui est assis en face de la statue du Bouddha, en lotus. Et du coup, moi, je vais m'asseoir à côté de lui, mais un peu derrière lui, par politesse, par respect, parce que de ce qu'on m'a expliqué, je ne devais pas trop me mélanger à eux, je devais toujours respecter cette distance-là. Donc je pouvais le voir un peu de profil, mais j'étais un peu derrière lui. Ouais. Et du coup, je commence à lui parler, je commence à lui raconter ma life, quoi, en mode je me sens comme ça, est-ce que ça va aller et tout. Enfin, en fait, j'ai cherché quelqu'un qui allait me dire tout va bien, ou genre, je sais pas ce à quoi je m'attendais, je pensais à trouver un mentor ou un coach de vie ou je sais pas quoi, ou genre un moine hyper sage, genre Maître Yoda qui va me dire ouais, il faut faire ça, c'est ta voix, genre des paroles sages, tu vois, ce que tu vois dans les films. Et rien, hein. Et vraiment rien. Et du coup, je parle. Après, je lui pose des questions en mode. Parce que je vois qu'il me répond pas, il réagit même pas, le gars. Je me dis, bon. Moi, je me tais un moment. Après, bon, ça devenait un peu awkward. Du coup, je recommence un peu à parler. Et à un moment donné, j'entends le gars, il dormait. Il dormait en position assise, en lotus. Tranquille. Je sais pas si c'est à force de méditer ou il a transcendé ou genre il est parti autre part. En fait, je me suis sentie plus qu'ignorée. Si au début je me suis sentie ignorée, alors là c'était à un autre level. Et en même temps, je me suis dit putain, c'est drôle. Et du coup, voilà, ça c'était la petite anecdote. Du coup, là, on est au 20e jour. Le monde dormait encore à tête reposée. Et en ce lieu isolé du temps, nous méditions au son de notre propre voix. Écouter seul le chant de son cœur et ignorer les récits de sa tête. Dans le silence le plus impeccable, les mots que nous ne lisions plus fourmillaient dans l'espace comme un million de criquets qui stridulent à l'unisson. Les caractères, leur sens et leur son n'existaient plus. Seules nos voix étaient réelles. Notre voix était réelle. Les moines, ils utilisent que des caractères chinois, quasiment. Donc toutes les sutras sont écrites en caractères chinois. Moi, les sutras que je lisais dans les méditations, il y avait des furigana à côté, genre les petits syllabaires simplifiés. Donc je pouvais les lire. Il n'y avait aucun mouvement inutile. C'était comme si chacun de leurs gestes était programmé. Comme si leur posture droite s'était conjecturée avec les ongles carrés de cette vaste salle et que leur corps en avait épousé la structure profonde. Les méditations terminées, ils disparurent comme des fantômes dans la nuit sans laisser de traces ou de pliures. J'ai observé tous les moines de ce temple depuis maintenant 20 jours. Aucun d'entre eux ne semble se distinguer de la masse. En fait, au-delà du fait qu'ils se ressemblent tous, ils ont tous le crâne rasé, même tenue et tout, il n'y a pas de singularité, de personnalité, de distinction en fait. Je les entendais même pas. Donc peut-être parce que moi j'étais extérieure à eux, je ne sais pas comment ils sont dans leur intimité, mais c'est ce que j'ai remarqué, quoi. Par contre, ils étaient toujours impeccables. Toujours les uniformes propres, bien repassés, il n'y a rien qui dépasse, tout est carré, tout est simple, tout est calme, en fait. Dans leur posture imperturbable, leur uniforme cordialement repassé, leur crâne lisse, leur concentration aiguë et leur politesse volontaire et intimidante, tandis que mon cœur hurlait la rage de vaincre, leur cœur semblait battre tranquillement, paisiblement. C'est une forme de dépassement de soi, de l'ego. Je dois faire la paix avec moi-même et arrêter d'en vouloir à la vie pour me dépasser. De loin et très subtilement, j'en apprends beaucoup d'eux. Alors déjà par rapport au fait de ne plus en vouloir à la vie et tout, c'est très marrant que j'ai fait ce constat-là à ce moment-là, parce que je vous disais que avant de partir, de faire cette retraite-là, j'en voulais vraiment, j'en voulais à la vie et je voulais y arriver à tout prix. En fait, j'étais déterminée et pour moi, c'était juste de la déterre, de la motivation, de la discipline, ce que vous voulez, parce que j'étais vraiment plongée dans ce monde d'évolution de kendo. C'est comme si j'étais en burn-out constant en fait. Je carburais constamment sans prendre du recul sur moi-même, sans me voir de l'extérieur, sans faire un check avec mes vrais ressentis. Que mon cœur il hurlait la rage, c'était un peu les résidus de colère et le fait de vouloir
de vouloir réussir dans le kendo à tout prix. Et plus je m'entraînais, en fait, plus cette rage, elle se calmait. Du coup, je pense que j'avais écrit ça par rapport à ça, à ce moment-là. J'avais réalisé ce que c'était vraiment le dépassement de soi. Je commençais à retrouver une paix à l'intérieur de moi. Je pense que ce qui m'inspire le plus chez eux, c'est le soin qu'ils portent à chaque chose qu'ils touchent, mais aussi leur contentement de vivre simplement et avec peu, et leur concentration. Par rapport aux soins, c'est ce qu'on appelle le kizukai. En japonais, en fait, ça, il n'y a pas que les moines, mais tous les japonais, ils ont un peu ça. Quand ils prennent des objets dans la main, ils font très très attention. On dirait que l'objet qu'ils ont le truc le plus précieux entre les mains. Quand ils boivent dans une tasse, ils posent le truc calmement, sans bruit. Quand ils te donnent quelque chose, ils l'emballent bien et ils te la donnent comme ça, en fait, avec les deux mains, de manière très douce, très délicate. Cette délicatesse, en fait, elle m'a beaucoup touchée aussi chez les moines, parce que, tu sais, quand tu vis dans la vie quotidienne, t'es toujours en rush, en fait. Tu t'en fous les objets, genre, tu balances un stylo ici, la table là, bam, la chaise et tout. Là-bas, en fait, c'est pour ça que j'avais dit on aurait dit que chaque mouvement était calculé, mais c'est juste que tout est calme et on voyait beaucoup de respect, de gratitude et d'apaisement, en fait, dans le soin qu'ils portaient aux choses, aux objets. C'est comme si la valeur, tu la tenais dans la paume de ta main, en fait. Donc ouais, leur mouvement était très calme, très maîtrisé. Et dans ça, en fait, moi, ce que je voyais, c'était une vraie maîtrise de soi. Il y a une forme de contrôle, en fait. C'est pas l'objet qui te contrôle. T'as pas peur de le faire tomber, de le casser, ou tu le maltraites, en fait. Il n'y a pas de maladresse. Il n'y a pas de gesticulation inutile, en fait. Tu n'as pas à stresser, tu sais pas quoi faire de tes mains, tu te touches les cheveux. Il n'y a pas de gesticulation, en fait. Et voilà, oui, il y avait aussi le fait qu'ils vraiment, ils vivaient vraiment simplement, parce que moi, j'avais toujours besoin d'aller dans des cafés, étudier dans des cafés. Je vivais pas une vie très fancy, forcément, mais je réalisais de plus en plus que je vivais avec des luxes dont j'avais pas vraiment besoin, en fait. Tu peux étudier chez toi. J'étais encore plus productif avec zéro bruit et zéro déco ou d'esthétique autour de moi dans cette chambre-là. J'avais réussi à faire de la recherche, j'écrivais, je m'entraînais et j'étais mieux, j'étais beaucoup plus apaisée que quand j'étais chez moi et que je pouvais dépenser, j'avais tout ce que je voulais en gros. Pareil pour tout ce qui est bouffe, en fait. Des fois, j'avais des problèmes de binge eating, les desserts. Allez, on sort, on boit un verre, on va dans un café, des trucs vraiment inutiles au final. Et là-bas, tu mangeais vraiment simplement. Genre, bon, la viande, elle me manquait, hein. Mais c'est toujours riz, soupe miso et nimono. Nimono, c'est des légumes soit à la vapeur, soit sautés. Et t'avais des tsukemono, genre des légumes marinés. C'était toujours quasiment les mêmes repas qui se répétaient. Et c'était satisfaisant. Au début, bah, je le sentais, hein, parce que tes habitudes alimentaires changent, bah, ton corps, il le sent. Donc, il faut du temps de s'habituer. Donc, ouais, j'ai eu des envies de fringales assez puissantes les premiers jours, mais après, des fois, mon ventre y gargouillait, des fois, je sentais la faim, mais c'était plus une faim genre dérangeante ou genre j'ai une urgence et tout. Non, des fois, quand vraiment j'avais faim, je mangeais des œufs au combiné, ça me suffisait en fait. J'avais plus cette urgence de vouloir me goinfrer, de prendre des trucs fancy, genre des desserts, des machins. Et ouais, j'ai parlé aussi de leur concentration, et du coup j'avais écrit ne serait-ce pas ça la méditation au final, un état de concentration exemplaire, non pas sur un objet, mais sur le tout ou le rien. Ça m'a poussé à réfléchir un peu plus sur la méditation, sur le moksho. Je vais pas trop vous parler de ça, sinon l'épisode il va durer 2 heures, mais je vous ferai un épisode sur la méditation. Je remarque récemment qu'en méditant, je ne divague plus dans mes pensées. Il n'y a plus rien qui me vient. Je n'ai fait aucun rêve depuis mon arrivée ici. Ça, c'est vrai, ça. Alors, les derniers jours, j'ai pas écrit. Là, je pense que c'était à quelques jours avant mon retour, j'ai dû écrire une entrée. Et quand j'ai relu ça, je me dis, ah ouais, putain, mon reflet dans le miroir. C'était le titre de l'entrée. C'est qu'au bout de 2 mois que je réalise que j'ai pas vu mon reflet complet dans le miroir. Aujourd'hui, en passant devant la porte vitrée du combini, je me suis vue à la lumière du jour. Je n'ai jamais eu autant de définition musculaire. Oui, j'étais vraiment sculpturale à l'époque, ça me manque. Hein. Et je ne l'ai même pas cherché, parce que vraiment, si je m'étais tuée à la salle,
Si j'avais fait un programme et tout de A à Z, j'aurais même pas eu d'aussi beaux résultats, je pense. Mon menton est plus saillant. Mes épaules, mes clavicules et mes trapèzes ressortent. Mon ventre est creusé sans la sensation d'être creusé par la faim. C'est marrant à quel point l'humain ne voit pas le chemin parcouru lorsqu'il est si dévoué à sa marche. J'en avais oublié la destination tellement j'étais immersée dans le chemin. C'est réellement ça qui compte, aimer le chemin, tomber amoureux de sa légende. La destination est un pas de plus et le point de départ d'un autre chemin. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Ça, c'était des grosses leçons. C'est des choses qui me sont venues avec la pratique et l'expérience du lieu et de l'entraînement. Et je faisais quasiment rien de différent. Je faisais vraiment les mêmes choses, mais j'évoluais à travers cette répétition et c'est mon mental qui progressait petit à petit. Mon corps aussi y suivait. Je m'adaptais de plus en plus à ce rythme de vie, à ce lieu, au fait de vivre plus simplement avec peu. Et tu réalises pas, en fait, vu que tu es tellement dedans, tu réalises pas que tu es en train d'évoluer. Tu commences vraiment à aimer the journey, en fait, le chemin. J'avais même oublié que j'étais là pour avoir mon 4e dan au kendo. Je pensais même plus à mon 4e dan. J'étais plus en mode je vais m'entraîner, je vais faire de la recherche, tout ça en fait. Même pour moi, c'est assez choquant à lire. Et donc ça c'est ma dernière entrée, hein. C'est pas le dernier jour, mais c'est les dernières pages que j'ai écrites avant de rentrer en France en septembre. Du coup, jour 87, qui suis-je? Qui es-tu? Reine Malakine. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé et qu'en même temps rien n'a changé. C'est comme si j'avais oublié ma vie avant de venir ici. Je n'ai plus pensé à mon téléphone, à Netflix ou même à mes amis. Je me sens neutre. C'est la première fois que je me sens comme ça. C'est comme si je m'étais refroidie de partout, dans le bon sens du terme. Ouais, cette sensation-là, je me rappelle très bien en fait, le fait de se refroidir. Je pense que c'est vraiment ça que ça fait de guérir de l'intérieur. Parce que ça fait l'effet d'un pansement froid sur des plaies que tu sais même pas qu'existaient avant. En fait, c'est comme si pendant tout ce temps, il y avait de la rancune, de la rage, des choses qui n'étaient pas guéries à l'intérieur de moi. Je ne savais même pas envers qui, envers quoi. Qu'il y avait tout qui avait refroidi d'un coup, en fait. Il y avait rien qui était grave, en fait, ou qui faisait mal. C'est comme si j'avais perdu les souvenirs qui étaient attachés à mes événements. En gardant le souvenir, on garde l'émotion qui est rattachée à ce souvenir-là. Et le cerveau, il fait pas la différence entre passé et présent. Donc, si tu te remémores quelque chose et que tu as l'émotion qui est rattachée, le vécu de cette émotion-là, il va se faire au moment présent. Du coup, ça peut affecter toute ton humeur. Et je réalise que ce que ça m'a fait, c'était vraiment ce refroidissement. C'est vraiment ça, je pense, ce que ça fait de guérir. Si vous voulez vraiment guérir, je pense que il faut, je vais pas dire s'isoler, mais il faut être sans distraction. Tu peux faire ta vie normalement, ne pas forcément aller au Japon t'isoler dans un temple bouddhique et méditer ou quoi que ce soit. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Il faut juste t'accommoder au silence, à l'ennui. Que tu fasses ta crise des premiers jours où tu vas te faire chier, tu vas avoir rien à faire, et que dans ça, tu puisses trouver un sens dans ce que tu fais et dans tes créations. En ayant dépassé tous ces résidus de sentiments au final, ça va te faire refroidir un peu de l'intérieur, ça va te faire retrouver une espèce de paix, un retour à soi et vraiment un retour à l'essentiel. Tu vas avoir une clarté mentale sur ce que tu vas faire dans ta vie. Ta voix, elle va être claire. En fait, le sens, la valeur de ce que tu fais et ce que tu dois faire, il va être très clair, très perceptible. C'est comme si, en fait, tu vas être en état de méditation, entre guillemets, tout le temps. Pendant que tu travailles, pendant que tu fais une action. Retrouver la foule à l'aéroport et m'y mélanger, ça va me faire tout drôle. Dans un sens, j'ai hâte de retrouver mon chez-moi, même si ça va me faire bizarre au début. D'un autre côté, j'ai la boule au ventre. Ce séjour était si paisible finalement, enrichissant et bizarrement studieux. Ouais. Il y avait tellement rien à faire que j'ai fait tout ce que je fuyais et repoussais jusque-là. Pour le kendo, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au dojo. Mais une chose est sûre, maintenant, je m'en fous de la victoire. J'ai déjà vaincu, je vais juste continuer. Vous savez ce qui est drôle, c'est que depuis cette retraite, je me souviens même plus avoir écrit ça, hein. Depuis ça, quand j'étais rentrée en France, j'ai repris les entraînements au dojo. Je suis repartie au Japon faire les championnats et tout. J'ai eu mon dan. Je n'ai pas perdu un seul match depuis.
C'est à partir de là que j'ai commencé à remporter les championnats. Je vous ai dit, en 2 ans et demi, je n'ai pas perdu un seul match. Et c'est très paradoxalement, en me détachant de l'idée de vaincre à tout prix et d'assimiler l'idée de victoire, l'idée que tu as déjà gagné et que c'est un état permanent en fait, que je l'ai fait sans m'en rendre compte, que je gagnais à chaque match, parce que je le faisais plus pour la victoire, mais je le faisais pour le match, pour la pratique. En dépassant la sensation d'ennui, la tristesse, d'isolement et de colère, on trouve la paix et l'inspiration. J'ai laissé une petite note sur ma table de chevet en partant. Merci, soigneusement calligraphiée en caractère chinois. Ce soin porté aux détails et aux petites attentions, c'est eux qui me l'ont appris sans même le savoir. Le mot merci, arigato en japonais, il est écrit en hiragana, donc en caractère simple, donc pas en caractère chinois. Mais il y a des caractères chinois qui ont un sens que je trouve très intéressant, c'est aru koto ga muzukashi. C'est le fait que c'est pas évident ou c'est difficile d'avoir que cette chose-là existe ou d'avoir cette chose-là. L'antonyme de merci en japonais, c'est évident. Et je trouvais ça tellement beau, tellement inspirant, et c'est pour ça que j'ai écrit exprès le mot merci en caractère chinois pour signifier le sens profond du mot, parce que je réalisais en fait l'importance de l'opportunité qui m'a été donnée, même si ils m'ont rien fait de manière directe. C'est moi-même qui a évolué par moi-même en faisant le mieux que je pouvais de cette opportunité-là. Et ça, c'est l'une des leçons les plus cruciales que j'ai apprises, c'est pas l'opportunité qui compte, c'est vraiment ce que t'en fais. C'est vraiment comme le potentiel. Tu peux avoir un très grand potentiel, une intelligence que tu veux. Si t'en fais rien, elle ne sert à rien. Donc pareil pour les opportunités. Moi concrètement, on m'a donné une opportunité qui n'était pas ce que je pensais être au début. C'est moi qui devais créer l'entraînement, parce qu'à la base, une retraite spirituelle dans un temple zen, c'est pas pour faire du kendo. Mais j'ai fait en sorte que ça serve le kendo et que ça serve mes études même. Et du coup, je vais clôturer cet épisode en vous récapitulant un peu toutes les leçons que j'ai pu tirer de cette opportunité, de cette retraite. Soigner l'environnement. Il faut que votre environnement soit épuré et qu'il serve votre objectif ou ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Et ça passe pas forcément par la esthétique, le fait de créer une ambiance cool, sympa, d'avoir son matcha, son je sais pas quoi. Je sais que ça peut être motivant pour certaines personnes, mais moi j'ai trouvé que j'ai pu vraiment évoluer et me concentrer sur le nécessaire en ayant le minimum possible. Et j'avais créé des visual cues dans l'armure que vous voyez juste derrière moi. Vraiment le fluff. T'as l'impression d'être productif, mais au final tu fais rien en fait. Quand t'es pas habitué au début, tu vas suffoquer, hein. L'humain il supporte très très mal l'ennui, mais quand tu t'ennuies, tu fais vraiment face à toutes les choses sur lesquelles tu procrastines depuis très longtemps. Là t'as plus le choix en fait. Ça c'est aussi quelque chose que j'ai dû faire en rentrant chez moi, c'est la revalorisation de mes objectifs. Pourquoi je veux être championne de kendo, pourquoi je veux évoluer, est-ce qu'il y a un sens derrière ça? C'est pour ça que là je suis passée aux enseignements, au dojo, que je suis passée au podcast, parce que c'est là où il y a le plus de sens, où il y a plus de valeur. C'est pas forcément dans un trophée ou dans l'argent que je pouvais faire. Et ça m'a aussi fait réaliser à quel point la plupart de mes problèmes n'étaient pas des problèmes en fait, c'était vraiment insignifiant, parce que avant de partir, genre, si tu voyais un peu mon historique Google, j'avais des recherches qui faisaient pas sens, genre comment ne plus passer beaucoup de temps sur Netflix, comment ne pas procrastiner, des trucs mais qui ne sont vraiment pas des problèmes. Ouais, la personne elle est pas venue, elle m'a pas répondu, genre c'est vraiment des trucs. Quand je vous dis que ça m'a refroidi, c'est tu commences vraiment à réévaluer la gravité des choses, les choses sur lesquelles qui méritent vraiment une attention, voire une inquiétude particulière, et les choses qui méritent absolument pas. Et ça m'a libérée de l'angoisse et de la peur en fait. La peur d'agir, de faire des actions, la peur de rater, c'est l'émotion, elle est là de toute façon. Ça n'a rien à voir avec l'action. L'action, tu la fais quand même, que l'émotion soit là ou pas. J'avais aussi réalisé que à quel point c'était facile de s'adapter. Le corps il s'adapte vite, on s'adapte vite aux nouvelles habitudes. Comme les phases de sevrage quand tu as une addiction en fait, pour l'ennui, pour si tu veux manger plus sain, si tu veux avoir une habitude plus saine dans ta vie,
C'est vraiment les 2 premières semaines, les premiers jours qui sont les plus difficiles, tu tapes ta crise, mais une fois que ça s'est passé, t'es concentré sur l'essentiel et ça devient quasiment une habitude. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que on est toujours à un poil de retomber dans nos mauvaises habitudes parce que ton cerveau garde la mémoire. Donc, comme tu gardes une mémoire d'une bonne habitude, comme tu gardes une mémoire d'une mauvaise habitude, donc tu peux toujours balancer. Si tu as déjà créé une bonne habitude, tu peux y revenir, mais quand tu as créé une mauvaise habitude, tu peux aussi y revenir et très très vite. Donc, n'essayez pas de garder un lien avec vos mauvaises habitudes. Tu reprends une mauvaise habitude qui te rappelle toute ta vie d'avant parce qu'elle est enchaînée dans un cycle d'une vie d'avant, tu retombes complètement et c'est très facile en fait. C'est comme les gens qui arrêtent de fumer depuis des années, ils prennent une clope, après bon c'est fini. Donc c'est la même chose pour les bonnes habitudes comme pour les mauvaises habitudes. Il suffit que tu crées une seule bonne habitude, un seul momentum pour que le reste il vienne plus fluidement. Et pareil, il suffit juste que tu fasses un mauvais choix, une seule mauvaise habitude, un seul relâchement pour que tu te relâches sur toute la journée en fait. Il y avait aussi le fait de revenir aux sensations de base de son corps, aux ressentis élémentaires, de vivre plus simplement, de manger plus simplement, quitte à ce que ce soit boring et simple, si ça soit genre du poulet, des brocolis tous les jours, on s'en fout en fait. Ça n'a pas besoin d'être fancy, t'as pas besoin d'un matcha latte, c'est bon. Dans ta vie, dans tes habitudes de vie, tu peux vivre très simplement en gardant in check les choses les plus fondamentales. La qualité de vie, le sommeil, la nourriture et le mouvement. Si tout ça, ils sont in check, si tout ça, ça sert ton goal, peu importe ce que c'est ton goal, cette qualité de vie-là, une fois que tu l'as, ça ira de manière très fluide. Pour moi, je fais pas de journaling, mais j'écris des rapports parce que ça me permet d'être toujours redevable envers moi-même, de voir mes progrès, de me rendre des comptes. Et ça me permet de rester constante et productive et de voir mes goals en fait. Et je fais de l'écriture méditative ou de l'écriture introspective quand il y a des sentiments, il y a des émotions et des trucs que je comprends pas. Je sais pas, mon date il me répond pas, je suis là en mode qu'est-ce qu'il pense et tout machin. Au lieu d'aller lui écrire, le bombarder de messages, j'extériorise un peu mes émotions, j'essaie de comprendre, de faire un check avec moi-même où j'en suis, ce que je comprends, qu'est-ce que ça me fait ressortir. Voilà quoi. La dernière chose que j'ai gardée toutes ces années, c'est une habitude de moine que j'ai compris au bout de ces quelques jours de retraite, c'est vu qu'il médite le matin et le soir. Pour méditer, le but de la méditation, c'est d'arriver à un état de clarté mentale incisif. C'est comme si ta clarté, elle pouvait trancher quoi, dans l'air. Donc, pour arriver à cette lucidité au final, le principe était de dormir en ayant le cœur, l'estomac et la tête vides. C'est-à-dire, tu vas pas penser ou stresser ou dire « Ah, demain j'ai un examen, demain je dois faire ci, je dois faire ça ». Tu peux planifier ta journée, regarder tes goals et tout. Après, c'est fini, n'y pense même plus. Donc, la tête vide, aucune pensée. Le cœur vide, aucune émotion. Même si c'est des émotions positives, si tu as eu un date, tu te sens trop bien, tu as passé une trop bonne journée et tout, c'est bon, tu l'as vécu dans le moment. Ne l'emporte pas avec toi au lit. Il y a une rupture en fait qui se fait entre la méditation du soir et le moment du coucher. Et pendant cette rupture-là, tu fais le vide absolu. Et pareil pour ton corps en fait, tu ne manges absolument plus rien après 19h. Et du coup, même maintenant, je mange plus après 19h. Sauf, bien sûr, je garde une flexibilité parce que je veux avoir une vie sociale. Quand j'ai des dîners ou quand je sors occasionnellement ou quoi, je réadapte mon planning et du coup, je peux manger le soir, je peux manger plus tard le soir, mais de manière quotidienne, je ne mange pas après 19-20 heures, quoi. L'été, pas après 20 heures et l'hiver, pas après 19 heures. Et quand tu médites aussi le matin, tu as cette lucidité, tu as cette clarté mentale. Et c'est pour ça que même le ventre vide, j'ai mes meilleurs entraînements. Et c'est les entraînements les plus courts, mais c'est mes meilleurs entraînements. Donc c'est pour ça que même là, je fais des fois des fractions entraînement matin et soir. Tout ça, c'est un peu les leçons et les habitudes que j'ai gardées de cette expérience, de cette retraite spirituelle. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées, des éclaircissements. Je vous invite à mettre un 5 étoiles si l'épisode vous a plu, évidemment, à commenter si vous êtes sur YouTube, liker, partager,
me dire votre avis, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao.